qui m'a mis un peu ce titre, mais ce titre, ne vous attendez pas à ce qu'on voit aujourd'hui, les citadelles du vertige d'Ariégeoise ou audoise. Je vais vous parler des sites du coin, des associations du coin, ce que font les associations du coin, et souvent en plus constituées d'archéologues, entre guillemets, d'archéologues amateurs. Quand c'est amateur, il ne faut pas voir le côté péjoratif du mot, parce que des fois ça peut être péjoratif d'être amateur, je dis, oh, il n'est pas très compétent, mais plutôt le côté du mot d'aimer. On aime, on est passionné par l'archéologie, et donc on va vous montrer un petit peu ce qui se passe dans la Montagne Noire. Hein. En ce moment, le travail est fait par plusieurs associations dans le cadre de projets collectifs de recherche. Alors voilà, le titre qui correspond un peu plus sur ce que je vais vous parler ce soir, c'est un truc un peu ronflant, vous allez dire. Hein. On va parler plutôt de construction élitaire fortifiée en Montagne Noire. Voilà, construction élitaire, c'est-à-dire les seigneurs, nous sommes dans la féodalité. Donc on va voir tout ce qui est castrum, mais on va voir aussi les moyens de production. C'est-à-dire, vous allez voir, je vais vous balader un petit peu dans des mines, hein, lorsqu'on allait chercher du fer, des choses comme ça, ou même sur des lieux non pas civils, mais cléricaux, comme par exemple, et pour voir un petit peu de tout ce contexte-là. Donc, la plupart des recherches qui ont été faites sont évidemment officialisées par la DRAC et le service régional d'archéologie. On s'inscrit dans ce qu'on appelle l'axe 11, qui est justement ces fameuses l'étude des constructions élitaires fortifiées depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Mais nous, ça concerne essentiellement le 12e, 13e, allez, je vais aller jusqu'au 14e siècle. Notre cadre d'action, évidemment, se situe sur les sites et nous avons une spécialisation, étant donné qu'on n'est pas archéologue, puis les moyens, il n'y a pas toujours les moyens financiers pour faire ça. On ne fait pas de fouilles, hein, on fait simplement du relevé du bâti et de la topographie souterraine aussi, lorsqu'il s'agit de structures souterraines. Le relevé du bâti, il ne faut pas s'imaginer qu'on va dessiner la cité de Carcassonne. Bien souvent, sur beaucoup de sites, c'est des trucs qui sont complètement arasés. Ils sont arasés pourquoi? Parce qu'ils ont été détruits, mais surtout, ils ont servi souvent des carrières de pierre pour servir à faire des maisons qui se trouvent juste à côté, ou un peu plus dans la plaine, ou là, lorsqu'il y a eu le phénomène de déperchement qu'on appelle, c'est-à-dire à un moment donné, les gens se sont protégés un petit peu sur des rocasses, sur des choses assez hautes en hauteur, souvent sur des gros massifs calcaires, souvent c'est ça, pour ce qu'on appelle les rocasses, les roches, et se sont entourés de remparts. Souvent, ce n'était pas le meilleur endroit où on pouvait vivre, parce que souvent ça manque d'eau et on n'est pas près des moyens de production, mais automatiquement, lorsqu'il y a une sorte de paix civile, enfin qu'il y a eu un peu de calme, dans cette tristesse, enfin, le mot c'est un jugement de valeur que je pose, hein, cette tristesse féodale, je vais dire, qui n'était pas tout le temps triste, hein, mais les gens sont descendus et souvent on se sont servis de ces pierres pour faire de nouveaux endroits où ils ont vécu. Alors, comme on est un peu des touche-à-tout, on va là où c'est que le courant nous porte, là où il y a des choses à faire. C'est-à-dire qu'on va souvent faire des relevés à des endroits où les sites n'ont pas été relevés. On peut les connaître par la bibliographie, sans savoir où ils sont, les connaître par la bibliographie, mais savoir où ils sont, mais surtout, ils n'ont pas été dessinés. Donc on est allé surtout dans les sites où ça méritait donc de faire une fiche dans le cadre de la carte archéologique de la France. Et on travaille pour cela sur plusieurs départements. Évidemment, le Tarn, qui est notre département de prédilection, mais on travaille aussi dans l'Aude, l'Ariège, l'Aude de l'Ariège et la Haute-Garonne. Alors, on a fait environ déjà une vingtaine de sites. Je ne vous les présenterai pas tous, sinon vous y serez jusqu'à 11h du soir. C'est ce que vous n'avez pas forcément envie. Mais on va se replacer dans le contexte donc, de la féodalité, suzerains et vassaux. On sait très bien que ces structures élitaires, souvent avaient une fonction de défense, mais souvent avaient une démarche ostentatoire pour montrer qu'il y avait un seigneur qui était important, qui commandait un terroir et qui était souvent vassal de notre suzerain. Et ici, mon Dieu, Dieu sait que nous nous trouvons souvent à des zones de pression, parfois, politique, hein, sur des zones géopolitiques et géostratégiques un peu sensibles, entre le XIe, XIIe, XIIIe siècle,
surtout par rapport au roi de France, roi d'Aragon, ou comté de Barcelone, comté de Toulouse, vicomté de Carcassonne, Béziers et Albi. Donc souvent, il y a eu des frictions, il y a eu des guerres, la grande guerre méridionale, qu'on appelle d'ailleurs la première guerre de 100 ans, parce qu'elle a duré, elle a duré pendant au moins 100 ans, mais ce n'est pas la fameuse guerre de 100 ans que vous connaissez, qu'on apprend dans les écoles. Donc, après, il y a eu l'hérésie cathare, les problèmes de l'hérésie cathare, et ensuite, évidemment, il y a eu la guerre de 100 ans. Donc, nous travaillons dans 2 PCR. Alors, je vais me rapprocher parce qu'il faut que je lise. Je ne me rappelle pas exactement les titres. Donc, le premier, c'est le projet collectif de recherche Reforest, qu'on appelle, qui est dirigé par Nicolas Poirier, où il y a beaucoup d'associations archéologiques, historiques qui travaillent, dont Aurafontium, d'ici, mais aussi les sociétés de Sorèze, de Revel et d'autres du Tarn. On travaille essentiellement sur la montagne noire, c'est la thématique de ce soir, qui est vraiment ciblée. Mais nous travaillons aussi dans la région de l'Ariège, où là, on a une autre problématique géostratégique, à savoir entre le vicomté de Carcassonne, 2 fois, mais aussi les régions du Couserans et du Comminges, où il y a des pressions aussi. Et là, c'est intéressant de voir un petit peu tous ces sites qu'il y a à cet endroit-là, un peu comme ici. Et moi, j'ai tendance à parler de lignes de Maginot pour la montagne noire, évidemment, la ligne Maginot, ça concerne la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est vrai qu'on voit qu'autour de cette montagne noire, à partir d'autres poules, même un peu plus loin, Mazamet, tout autour, en tournant tout autour jusqu'à pratiquement Cabaret, Cabrespine, eh bien, on a toute une série de fortifications, de structures élitaires qui montrent bien qu'il y a une espèce de ligne Maginot face au comté de Toulouse par rapport au vicomté de Carcassonne. Pareil pour ici, à l'ouest de Foix, on a une zone qui est une zone tampon qui se trouve entre le pays de Foix, le comte de Foix donc, et le pays du Couserans et du Comminges qui est ici. Il y a aussi des pressions qui étaient faites par le comté de Carcassonne, le vicomté de Carcassonne et le pays de Foix. Il faut savoir que le comté de Foix va avoir pris les terres du Béarn et va nous donner à la fin un roi qui s'appelle le roi Henri IV. Voilà, c'est un peu le contexte. Donc, c'est toujours intéressant, lorsqu'on travaille sur ces sites, de connaître le contexte historique. Ça nous donne un peu plus envie d'y travailler, de savoir où on est et qu'est-ce qui s'y passe. Et ensuite, il y a 2 autres zones où nous avons travaillé de façon vraiment comme ça, parce qu'on connaissait les sites. C'est la plaine, où il y a quand même pas mal de mottes castrales. Il y a des petits sites aussi, genre à Castrum, mais aussi la région autour de Muret. Là, on a fait un seul site qui se trouve près de Dieu-la-Grasse. La grâce de Dieu, pardon, la grâce de Dieu. Voilà, alors évidemment, cela donne de la matière. Et il faut faire des dessins, il faut aller sur le terrain. Souvent, on se blesse avec les ronces, parce que c'est des terrains qu'il faut défricher. Il y a beaucoup de travail à faire. Et ensuite, on a des techniques de topographie. Ce n'est pas toujours facile de prendre une dénivellation, parfois lorsqu'il y a des dénivellations de 10-15 mètres. On remet tout ça sur des papiers, on arrive à avoir petit à petit un dessin qui se forme. Et ici, pour la région de la montagne noire, on se rend compte que, moi, c'est le ressenti que j'ai, on dirait qu'il y a une sorte de stéréotype de système de village défensif, en tout cas pour les 11e, 12e siècles, puisque la plupart, je vais dire 80% des sites que l'on connaît, sont, comme je disais, sur une roca, en relief, plus ou moins grands. Il y en a qui font 1,5 hectare, d'autres plus petits, d'autres quelques dizaines ou quelques centaines de mètres carrés seulement. Mais on a toujours ce système de fortification autour. Souvent, ce sont des éperons, une sorte d'éperons barrés. On emploie le mot éperon barré, surtout pour l'âge de bronze ou des choses comme ça. Mais là, c'est une sorte d'éperon barré avec un fossé sec, évidemment à la hauteur, difficile de mettre de l'eau. Un fossé sec, il y a souvent une tour castrale, le domaine du seigneur avec le réduit castral qui se trouve à côté, donc, et qui peut être aussi une défense à l'intérieur de ce fameux castrum. Le castrum, c'est un village, j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas, castrum, c'est un village médiéval fortifié. Et donc, évidemment, après, il y a la basse-cour, où il n'y a pas de poulet, bien entendu, mais il y a les serfs et les vilains, on va dire ça comme ça, la population, qui vit protégée un petit peu par le seigneur
avec évidemment un finage autour, c'est-à-dire un espace foncier qui permet de vivre. Espace foncier qui permet soit par des moyens agricoles de vivre, de travailler sur le plan avec l'agriculture, soit souvent dans la montagne, souvent dans nos sites par le pastoralisme, qui dit pastoralisme, donc élevage d'animaux, laine, drap, cuir, bon, tout ça. Et ensuite, il y a évidemment le bois, la forêt, charbon de bois, et parfois les gisements ferrifères ou métallifères que l'on peut retrouver dans la montagne noire. Dieu sait qu'il y a beaucoup de sites métallifères, notamment le fer, mais il y a aussi, on peut trouver de l'argent, du plomb, de l'or, bon, enfin voilà. Alors voilà la montagne noire en question, dont nous allons parler un petit peu ce soir. Je vous ai mis ici une photo, je ne sais pas si vous voyez bien de loin. C'est une photo qui montre, je vais y aller pour bien vous expliquer. Ici, on a Sorèze, Durfort, Revel est par là. La montagne est là, dans la montagne avec des plateaux en haut. Ici, par contre, des vallées encaissées et des espèces de plateaux qui sont des trous avancés qui rentrent à l'intérieur de la plaine, qui sont coupés par une multitude de petits ruisseaux qui ne sont pas très importants, mais qui ont quand même leur débit assez important. Et la plaine. Bon, évidemment, la plaine, elle est habitée. Difficile d'y faire des castrums de hauteur fortifiés, dont on va retrouver plutôt des mottes castrales, des villages ecclésiaux, des choses comme ça, il y en a plein. Là aussi, une sorte de typologie de village dans les villages ecclésiaux, avec l'église qui est au centre et tout autour une parcellaire arrondie où se trouvait donc le village. Et là, c'était là que se trouvait la trêve de Dieu un petit peu. On mettait des croix un peu tout autour. Et là, surtout, dans les villages ecclésiaux, ou les sauvetés, plus tard on appelait les sauvetés, il n'était pas question de... Les gens étaient à l'abri quelque part du roi, un petit peu, mais surtout à l'abri de Dieu. C'était la trêve de Dieu, la paix de Dieu qui était à l'intérieur. Donc, au niveau de la montagne, ce qui est intéressant, c'est qu'au débouché de chaque vallée, bien automatiquement, il y a une érosion qui se fait par les ruisseaux et il y a des avancées rocheuses qui se font, et souvent sur pratiquement toutes, pas sur toutes, ça ferait beaucoup, mais sur de très très nombreuses arêtes rocheuses, on a un site comme ça, un site, une structure élitaire, médiévale, qui sont bâties et qui forment, comme les casemates, la ligne Maginot. Ligne Maginot, vous avez bien compris, je le mets en double guillemets, hein, c'est manière de vous montrer un petit peu qu'il y avait quand même une ligne de défense à cet endroit-là. Alors ça, c'est la montagne noire, vue en relief. Vous avez Mazamet par là, Revel-Sorèze par là, vous avez Carcassonne là-bas, Cabaret, Cabrespine, voilà. Et vous avez toutes ces petites vallées qui rentrent à l'intérieur de la montagne, tout le tour. Et nous, on s'est intéressés à pratiquement tous ces sites qui sont là, qui étaient très peu dessinés, très peu connus, il n'y avait pas de fiches archéologiques. Hein. Certains même ont été découverts, et je pense notamment au Mont Revel, on va en parler très rapidement tout à l'heure, qui était connu, mais on ne savait pas où il était. Il était connu sur les textes, donc. Et donc, on a fait des dessins de tous ces sites. Alors là, j'ai pris une portion beaucoup plus petite pour vous montrer comment se situe tout ça. Chaque fois qu'il y a un ruisseau, il y a un interfluve ici, et là, évidemment, vous avez chaque fois une structure fortifiée, et souvent de caractère militaire. Alors on va parler justement de ce fameux mont Rivulus, mont Revel. Je le mets en premier parce que là, vraiment, pour nous, ça a été un véritable plaisir de le retrouver. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a aucun archéologue, aucune fiche archéologique là-dessus. Il y avait juste une fiche d'histoire faite par la Société de Carcassonne, le nom, le fichier. Les arts et lettres. Ouais, voilà. Et il y avait une fiche qui avait été faite où il lançait sur une fiche l'idée que ce fameux Mont Revel était là. Parce que dans toutes les publications qu'on a, notamment sur Revel, Mont Rivulus, Revel, à Revel, on disait que ce fameux Mont Revel existait bien et que ça devait être
près du lac de Saint-Ferréol, ce fameux grand bâtiment que l'on voit lorsqu'on est de l'autre côté du lac, on voit un grand bâtiment qui s'appelle l'Encastre, aussi toponyme évocateur. On disait c'était là. En vérité, non, il n'y a jamais eu de castrum à cet endroit-là. Et puis après, on a pensé à d'autres choses. Bon, ça ne marche pas. Et là, on l'a trouvé. Ce qui est dingue, c'est qu'on y est allé, en suivant ces fiches, notamment deux personnes, Albin Bousquet et Roger Julia, qui connaissaient bien la région de Cessac, ils ont dit c'est là que ça se trouve, on t'y amène et on y est allé. Et là, extraordinaire, on a trouvé un mur qui faisait 7 mètres de haut, qui faisait 15-20 mètres de long, éboulé sur les deux parties, parce que ça suivait un mur bouclier. Et derrière, évidemment, on devinait, mais il y avait beaucoup de végétation. Là aussi, les jambes, bonjour. Hein. Comme tu dis, les orties aiment la viande. Voilà, les orties, les ronces, là, c'est ça le plus dur. Donc on a défriché, et là on a vu, ça apparaît, quoi, ça apparaît comme un truc, c'est magique. Vous avez une maison là, on voit bien le mur, on commence à voir les remparts, et là vous commencez à comprendre, ah ouais, les types, ils ont récupéré les pierres, hein, ils ont fait une courtine entre deux rochers naturels, et à certains endroits, vous avez des vides qui font 10, 12, 13 mètres, qui donnent sur le ruisseau du Lampi. Alors ce mont Révulus, il se trouve entre Cessac, c'est pas loin hein, d'ici, entre Cessac et Verdun en Lauragais. Il se trouve là, entre les deux. On sait qu'au-dessous de Cessac, il y a le château que vous connaissez, qui est ouvert au tourisme actuellement, tout ça. Et dessous, il y a le petit village fortifié, médiéval, qui se trouve juste au-dessus du château. Là, voilà. À Verdun aussi, on y va. Bon, ça a perdu un petit peu du caractère original, mais lorsqu'on y va, il n'y a pas photo, quoi. On est vraiment en hauteur. C'est assez encaissé sur les côtés, et on voit bien, vu les rues, que là, avant, il y avait un castrum. Donc, voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un texte de 1174, écrit le 30 août 1174, par lequel Isard Jourdain Guillaume de Cessac, qui appartiennent à la grande famille du flanc sud de la Montagne Noire, vont reconnaître que le vicomte de Béziers leur a donné une colline qui est appelée Mont-Révulus pour y construire un château. Il s'agit donc en quelque sorte, pour employer un terme moderne, d'un permis de construire. Et ce permis de construire, donc, on l'a. Il date de 1174. Le problème, c'est lorsqu'on va sur ce site, hein, eh bien, voilà la fameuse muraille qu'on a vue. Et là, il y a des personnes qui... Bon, ben, il y a des sites, il y en a partout. On s'intéresse à d'autres sites, peut-être. Là, c'était passé un peu à l'as, comme on dit chez nous. Et nous, on était très contents d'y mettre le nez, les pieds et les mains. On y a tout mis, là. On y a mis le paquet. Donc, sur ce mont Revel, se situe justement entre, comme le disait le texte de 1174, pratiquement au milieu, entre le château de Cessac, la structure de Cessac, et la structure de Verdun en Lauragais. Et elle correspond bien au texte. Et en plus, le site de Mont-Révulus, celui dont je vous parle, se trouve vraiment à l'entrée de petites vallées et se trouve en contrebas du château de Cessac. Donc c'est un système défensif. Alors ici, vous avez une vision générale en plan du castrum. Il se trouve là, à l'interfluve de deux ruisseaux. Ça, c'est le ruisseau du Lampi, ça, c'est le ruisseau du Rébellat, ou des Rocs. Et à côté, il y a des vestiges de moulins. Alors là, il y a le moulin de Patience, un moulin, 2, 3 moulins. Vers le moulin de Sainte-Palle, il y en a encore d'autres. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, à force de passer et de repasser sur un chemin, on a remarqué qu'il y avait des pierres un peu bizarres à un endroit. Et on pense qu'ici, mais ça demande à être vu par des spécialistes, on pense qu'on a un vieux moulin, certainement contemporain du castrum de Mont-Révulus. Donc, on a fait les dessins, et voilà ce que ça a donné. Donc, on voit très bien, comme je vous disais par rapport à la typologie, le fameux grand fossé sec qui est là. Et ici, il y a des gros blocs naturels sur lesquels s'appuient des petites courtines, des remparts. Il y a 1, 2, 3, 4 lignes de défense, une partie sommitale où se trouvent toutes les maisons, et ici, un réduit castral. Le réduit castral, le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé la tour castrale. Il y a le mur, bon, pourquoi pas. On n'a pas trouvé le réduit castral et pas la tour castrale. Bon, on se demande, peut-être que ça n'a pas été fait, ou alors on n'a pas su le voir, peut-être que c'est ça. Puis c'est tellement démoli, c'est vraiment, excusez-moi, c'est râle et pas querette. Hein. Le grand mur, il est haut, on le voit bien. Les autres, il faut un peu faire ça, quoi. Il faut suivre l'alignement de pierre, voilà. Et si vous voulez, là quand même, vous avez, vous voyez, 12 mètres, c'est-à-dire vous êtes au bord du rocher, là, par exemple, ce rocher, vous êtes au bord du rocher, là, il y a 12 mètres, vous avez le ruisseau en bas. C'est vraiment un truc défensif vraiment superbe.
Voilà, une vue encore plus grande. Alors, on voit bien les emplacements des maisons. 1, 2, 3, 4. Parfois, il y a des points d'interrogation. On devine un relief, on ne creuse pas, hein, on ne fait pas de fouille. On devine une linéation, une espèce de remblai avec quelques pierres alignées, dont on dit c'est un mur, mais on met un point d'interrogation. Là où c'est sûr, là on fait les cailloux, on dessine les cailloux. Ce n'est pas du pierre à pierre, bien entendu, vous avez bien compris. Et on pense avoir même trouvé le chemin d'accès. Donc j'avance un peu plus vite parce que c'est déjà 6h20. Alors, autre site. Alors ce site, il est neuf. Là, quand même, quand on a sorti le dossier, les gens étaient contents. Tout le monde était content. D'autres moins, parce qu'il y en avait qui étaient partis sur la thèse de l'encastre, tout ça. Et là, on a coupé un petit peu l'herbe sous les pieds des gens qui avaient pris cette hypothèse. Dont moi, à l'époque. Moi, je disais, oui, c'est l'encastre. Bon. Alors, après, c'est le site minier du plateau du Causse. Là, je fais un peu de redite. Vous savez, dans toutes les conférences, j'en reparle. Là aussi, c'est un gros site. C'est un site qui est exceptionnel. Alors ça, on est toujours dans le cadre de la féodalité. On est dans le cadre de ces châteaux, de ces castrats, ces castrums. Et c'est des gens donc, qui habitaient ces castrats, qui vont faire... c'est pas des chasseurs-collecteurs, c'est des collecteurs tout court. C'est ça, quand on dit collecteur, on pense au néolithique. Mais là, c'est des collecteurs de minéraux, d'hydroxyde de fer, de nodules qu'on trouve par terre. Et quand il n'y en a plus, eh bien, on attaque l'argile et on essaie de trouver les petits grains qu'il y a dedans. Et à la fin, on rentre dans les grottes et là, on descend jusqu'à 130 mètres de profondeur. On fait 7 à 8 km de réseau dans les conditions que vous imaginez. On n'a pas de combine spéléo, il n'y a pas de truc LED. C'est à la torche dans la mesure où il y a des grandes galeries où ça ne fait pas trop de fumée. Et on a des petites lampes à graisse, pas lampes à huile, mais des lampes à graisse qui devaient faire une certaine fumée aussi, mais qui permettent quand même d'aller dans des coins un peu où il n'y a pas trop d'air, pas trop d'oxygène. Il y a moins de fumée qu'avec les torches. Donc voilà, alors on a fait des essais à la torche, ça marche très bien, ça peut durer, suivant la confection, ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, ils pouvaient en amener pas mal. On a retrouvé d'ailleurs des résidus de torche dans cette grotte, et on a réussi quand même, parce que c'est une histoire qui date depuis plusieurs décennies, là par contre on n'est pas comme à Mont-Revel, ça ne date pas que de quelques années. Là, on a situé le site entre 1050 et 1150. 1050, 1150. Voilà le site, 9 km de long, c'est pas rien. Je vais vite parce que sinon... voilà. Après, on a fait des relevés exhaustifs, assez exhaustifs, je vais dire, des traces. Parce que le problème là-dedans, c'est que les traces, il y en a des milliers. Je n'ose pas vous dire des dizaines de milliers, vous ne me croiriez pas. Mais en vérité, si. Il y en a des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers, évidemment, c'est tous les petits coups d'herminette, tous les sondages qu'il y a eu, les aménagements, il y a énormément de traces. Et chaque année, depuis pas mal d'années, on prend 300-400 mètres de réseau et on dessine tout ça, on explique. Et à force de faire ça, bien, on comprend mieux le temps, l'énergie qu'ils y ont passé et surtout ce qu'ils allaient chercher. Donc tout est marqué. Évidemment, en surface, comme je vous disais, ils ont creusé toutes les minières, tous les trous. On a plein de petits trous. On dirait Verdun un peu, vous voyez, c'est comme si ça avait été bombardé. Voilà. Alors ça, mais là je reviens, la plupart d'entre vous êtes déjà venus à des conférences. Donc ça c'est le fer, tel qu'on le trouve dans la grotte du Calel. On trouve des grottes, on le trouve sous la forme de nodules, sous la forme de pisolite, à l'intérieur de l'argile, mais aussi sous forme de fer filonien. Le problème c'est que le fer filonien, il y en a, on en trouve beaucoup, par certains endroits, ils ont bien gratté, mais sitôt qu'il y a un véritable travail de mine à faire, ils ne font pas. Excusez le terme, ils ne s'emmerdent pas, ils ne vont pas se fatiguer, ils préfèrent ramasser des trucs qu'il y a dans la gangue d'argile. Voilà, ça, on a fait ça pour voir ce qu'il pouvait y avoir. Alors, on sait qu'avec 100 kg d'argile, on pourrait avoir 40 kg d'hydroxyde. Sur ces 40 kg d'hydroxyde, on le traite, il y a 4 kg de fer forgeable. Et les hydroxydes filoniens disent en gros qu'il y a 10% de fer forgeable. C'est déjà pas mal. Il faut savoir qu'à l'époque, le fer, c'était le pétrole de maintenant, ou le gaz, si vous voulez. Voilà. Alors ça, c'est des vues en surface, parce qu'on essaye de voir où pouvaient être les accès, parce qu'il n'y avait pas un seul accès pour entrer dans la grotte. Bon, alors, on fait des relevés, là aussi, pour essayer de remettre en place ce qu'on voit en surface avec la profondeur. Évidemment, après, il y a toutes les structures d'aménagement, les escaliers, là, je vais vite. Mais là, ça pourrait faire l'office d'une conférence à lui seul.
par rapport à toutes les traces qu'il y a, des zones de repos, des sièges taillés dans l'argile, ainsi de suite. Je file, y compris des traces de tissus. On sait que les gens étaient habillés dans des sortes de... Vous savez, les anciens sacs de patates, là, vous savez, toile de jute, le cordelas, là, le cordelas, c'est un cordelas. C'est vrai, chaque fois, tu me le rappelles. C'est le cordelas qui se faisait ici. Et on sait exactement, même à un moment donné, je crois que je l'ai marqué quelque part, on peut savoir, même, vous voyez, on a regardé le tramage, ce qui était assez serré. Vous voyez, chaque point, c'est une trame, c'est un fil de trame. Et sur 10 cm, ben, on en compte 40 ou 50. Donc on peut savoir un peu la structure du... C'est intéressant, l'argile, ça a conservé ces traces-là. Ça aussi, on essaye de l'exploiter, et y compris les traces de pieds, les traces de mains, les positions et tout ça, dans l'argile. Bon, là, je vais vite, parce que d'abord, vous ne le verrez pas comme il faut. À des endroits, ils ont fait des espèces de planchers en bois. Ils se sont servis, ça c'est les fameuses lampes à graisse, on en a trouvé une quinzaine. Et ensuite, il y a les fameux dessins. Alors, les dessins, je vais en parler un petit peu, ces dessins, parce que c'est des dessins, on pense, je ne sais pas, bon, pour ceux si vous vous rappelez un petit peu, quand vos enfants étaient en maternelle, les premiers dessins anthropomorphes, hein, on appelait ça des hommes têtards, des dessins d'hommes têtards, où les enfants oublient un petit peu le thorax et l'abdomen, de la tête partent de suite des pieds, des trucs comme ça. Et ces dessins-là, on les a retrouvés dans le Callel. Ce qui est intéressant, c'est que le Callel a quand même une vingtaine, 20 ou 25 figurations pariétales comme ça, dont on n'est pas dans le Magdalénien, là bon, on est la 11e, mais ça a toute sa valeur. Donc on pense que c'est fait par des dessins, dans peut-être une démarche très ludique, tout compte fait, avec le charbon de bois, mais d'autres servaient de panneaux indicateurs, pour indiquer, attention, danger, là il faut tourner à droite. Par exemple, là, vous avez un bonhomme qui a le bras qui fait ça, qui dit c'est là qu'il faut aller. Et ça correspond, quoi. La grotte, il ne faut pas aller de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté, il n'y a rien d'intéressant. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de sites qui ont été étudiés de ce style, notamment dans le Sabartès, mais aussi dans le Vercors, où il y a des trucs pariétaux. Et là, c'est tout nouveau. J'ai voulu le mettre parce que c'est tout nouveau. Je crois qu'on va faire une publication là-dessus. C'est en allant sur Internet. Vous savez, sur Internet, des fois, il peut y avoir des conneries. Il faut savoir traiter l'information. Mais il y a un site qu'on a trouvé. Alors, c'est actuellement, en plus, avec le conflit Ukraine-Russie. Ça se trouve en Russie, à Novgorod. Il y a plusieurs dizaines d'années, ont été trouvés, mais sur des écorces de bouleau, des dessins d'enfants en complémentarité des écritures, c'est-à-dire qu'ils apprenaient à écrire l'alphabet et des chiffres. C'est les dessins que vous avez à droite, qui correspondent tout à fait et qui datent de la même époque. Voilà. Alors je voulais vous le mettre. Et ça, il y a des gens qui ont déjà écrit des choses là-dessus. Et je peux vous dire qu'on savait que le Callel, ce n'était pas rien. Là, c'est encore moins que rien, quoi. C'est formidable, le Callel, c'est un truc qu'il faut mettre en avant. Et c'est à pleurer un petit peu, je vais vous dire pourquoi. Parce que, je le dis, il faut que je le dise, il y a des dessins qui ont été détériorés. C'est-à-dire que la grotte du Callel, maintenant, devient un peu un terrain de... Pourtant, elle est classée monument historique, elle est fermée à clé, devient un terrain de jeu. Nous, les premiers, les spéléos, on y est allé plusieurs fois, mais on a toujours été sensibilisés par la protection de ces dessins. Et là, il y a 3 dessins qui ont été brossés par une combinaison spéléo, quelque chose comme ça, dont des dessins qui ont été détériorés. Et j'avais demandé au service de la DRAC, du SRA, de rendre un réseau en particulier où il y a ces dessins, inaccessible en tout cas, accessible uniquement pour la recherche. Et je le dis, et je le dénonce, tant pis, je le dis, il y a eu un refus, ce que je ne comprends pas du tout. Voilà, je le dis. Mais peut-être on en reparlera plus tard, parce que là, il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas normal que la DRAC laisse passer ça. Ensuite, il y a le castrum du Castel, commune d'Escoussens dans le Tarn. Ça, c'est notre ami Mathieu Ledoux qui nous l'a trouvé, parce que Mathieu Ledoux, qui est d'ici, vous le connaissez, en tout cas les gens qui sont d'Arfon, Mathieu Ledoux, il fouine dans les cartes géographiques, les GN, les cartes géologiques. Maintenant qu'il y a le DIDAR qui est sorti, il fouine dans le DIDAR, il nous trouve des sites. Voilà, alors je le brosse un petit peu, parce qu'il mérite d'être brossé. Tu es là, Mathieu? Il est là. Il fait un travail exceptionnel. Alors là, franchement, ça aurait pu être lui qui aurait fait ça,
qui aurait dû faire cette étude. Bon, mais ils ne savaient pas encore faire les relevés. Là, on est en train de regarder. Mais ça, dans un an, tu vas savoir faire ça, des relevés. Donc, on l'a fait. Mais il faut que vous sachiez qu'il est un peu à l'origine de cette découverte. Le castrum de Castel, là aussi, complètement inconnu. C'est lui qui l'a trouvé. Se trouve à côté d'Escoussens. Vous le voyez assez bien. Je pense, j'espère. C'est quand on y voit, il faut avoir l'œil averti de Mathieu, qui se balade dans la montagne aussi, et qui a trouvé sur la carte géographique le mot de Castel. Là, il a dit Castel. Ils ne vendent pas des sucettes, là, cet endroit-là. Ce n'est pas une baraque à frites. Donc, s'il y a Castel, il y a un truc, il y a un site archéologique. Il y est allé. Il a trouvé ce relief important qui de loin, ressemble à une motte castrale. Une motte castrale, avec deux fossés défensifs devant. Et derrière, évidemment, on a retrouvé, après, en regardant bien, qu'il y avait un petit village castral. Alors, évidemment, il y a des beaux murs, là aussi. Alors là, on n'est pas dans les 6 mètres, 7 mètres de Rébélate, on est environ à 2-3 mètres de hauteur, c'est quand même pas rien. Et là, c'est le réduit castral, c'est le caput castri, la demeure seigneuriale. Ça, tout ça, ça a été relevé. Et évidemment, on a le lidar. Avec le lidar, c'est drôlement intéressant. Vous savez, le lidar, c'est des prises de vue qui permettent de passer à travers la végétation, de prendre les reliefs. Donc tout ce qui est en relief a tendance à se colorer en rouge, tout ce qui est ancré a tendance à se colorer en bleu. Évidemment, on retrouve bien le système de double fossé, avec une structure arrondie ici, le caput castri qui est ici, le village d'ailleurs qui va jusqu'ici. Voilà. Alors le lidar, c'est très intéressant parce que sans aller sur le terrain, des fois, on voit des choses uniquement en regardant le lidar, et après on va sur le terrain, et après évidemment on peut aller un peu plus loin parce que le lidar ne fait pas tout, il fait déjà énormément. Mais après il faut faire le dessin sur place et après on peut complémenter. La complémentation c'est ça, vous avez en haut le lidar, on voit très bien, mais après, grâce au relevé, vous avez quelque chose de plus affiné, on voit même l'entrée du castrum qui se trouve ici, avec des systèmes de barrières que l'on retrouve quelque part par là. Et on voit très bien que ça correspond avec les systèmes de défense et les remparts secs. Donc ça date, pareil, du 11e, 12e. Il y a un peu de mobilier qui a été trouvé en surface. Là aussi, il n'y a pas de fouille. Et on a fait des relevés très minutieux, avec les coupes, pour qu'on sache bien sur la fiche, quand quelqu'un ira voir le dossier, il saura exactement de quoi il s'agit. Et on ne sait jamais, ça peut lancer des recherches. C'est vrai qu'actuellement, il y a une jeune fille qui est en train de faire un doctorat, deuxième cycle, je crois, qui est intéressée par tout ça, donc on va lui donner toutes ces informations. Après, il y a le castrum de contrat. Ça, il est connu depuis longtemps. Là, on le retrouve dans le texte, manifestement, on le voit sur le terrain, il était connu depuis très longtemps. Mais il n'y avait jamais eu de plan. Donc le plan, on l'a relevé. Enfin, il y avait une ébauche qui avait été faite par Sylvie Calmpech à l'époque. Ce site se retrouve au-dessus à côté de Verdal, au-dessus de Massaguel. Sur le plateau de la Pouzac, il y a une petite ferme La Pouzac. D'ailleurs, c'est un centre de loisirs. Et ce site est vraiment exceptionnel aussi. Il est très beau parce qu'il est vraiment en relief. Là, on pourrait lui donner le nom de citadelle du vertige, celui-là. Parce que vous avez des maisons qui sont vraiment, vous n'avez pas intérêt à être somnambule la nuit, c'est-à-dire vous vous levez, vous ouvrez la porte, vous tombez de 15 mètres, parce que la verticalité est juste à côté. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez aérien. Donc vous avez le plan est ainsi fait. Donc ici vous avez pareil un grand fossé sec qui est ici. Ici il y a une espèce de mur rempart, on va dire, d'abord qui déborde sur les côtés, ici et ici. Là, ici, vous êtes dans la partie haute. Ici, ça descend quand même. Là, on est à moins 20 mètres de là environ. Et là, vous avez des petits fortins tout autour qui consolident tout cet ensemble où se trouve tout le village qui est ici. Vous avez les zones tabulaires, c'est les zones jaunes, en jaune ici. Et là, par contre, c'est ce que je vous dis. Là, c'est des maisons qui sont sur des espèces de terrasses naturelles, qui sont arrangées un petit peu, qui sont aplanies artificiellement après. Mais c'est là que si vous tombez de 10 mètres, quoi. Donc il y a le caput de Castri, donc la fameuse tour maîtresse, la tour castrale qui se trouve là. Et là aussi, il y aura un travail d'histoire, c'est de savoir quel était le seigneur qui était là, en quelle année, qu'est-ce qui s'est passé, voir s'il y avait des choses avant. Jean Vaquer a pu développer le lidar et a montré peut-être qu'il y aurait des structures qui se trouvent sur la partie tabulaire qui se trouve devant, où on a des espèces de linéations de pierres qui partent
un peu dans tous les sens quand même, mais il y a quelque chose, quoi. Alors c'est vrai, peut-être, c'est vraiment peut-être des murs d'épièrrement, où c'est qu'on sort les pierres pour laisser l'herbe pousser pour les animaux, mais ça peut être aussi quelque chose de plus ancien à la limite. On parlait tout à l'heure du néolithique. Néolithique final avec les habitats fombuxéens, voilà, pourquoi pas, ça y ressemblait. D'ailleurs, Arnal, j'ai oublié de te dire, Arnal était venu un jour et il avait dit, comme ça, il avait fait, pas plus. Voilà, Arnal, c'est un grand archéologue. Voilà, une idée du plan. Vous avez vu quand même que ce n'est pas toujours très facile de faire des plans. Là, je vous ai mis un plan, le plan d'origine de l'oppidum de Bernico, pour ceux qui connaissent. Sorèze, la partie médiévale, il manque la partie proto, c'est-à-dire la défense, les systèmes de défense proto-historiques. Donc là, vous avez le même site vu en lidar, et on voit très bien le fossé sec, une espèce de talus devant, le système défensif, et les murs remparts, on ne les voit pas très bien, alors que sur le plan, ils sont dessinés. On voit la tour maîtresse, et on voit tout un tas de petites maisons, mais là, après, on ne voit plus. Par contre, sur le plan, on a pu le sortir. Ce qui veut dire que le lidar ne se suffit pas lui-même, il faut une complémentarité. Des gens qui vont sur le terrain vont dessiner les structures. Le castrum de Bernico, bon ça, je pense qu'ici tout le monde connaît, castrum pour la partie féodale, mais on l'appelle aussi l'oppidum de Bernico. Et il a deux autres noms, c'est Verdunum, Brunicellis Verdunum, ça c'est gaulois, quoi. Verdun, place forte militaire. Bon, on sait que ce site, on en parlait aussi tout à l'heure, est connu depuis le néolithique, même certainement depuis le paléolithique, mais là peut-être il faudrait avoir un peu plus d'informations que ce qu'on a, mais on sait qu'il y a des silex qui ont été trouvés à certains endroits. Il y a des périodes de l'âge du bronze, notamment l'âge du bronze final, et on a la période Hallstatt, Thènes, c'est-à-dire les périodes gauloises, et enfin on sent qu'à partir de moins 50, c'est une date fatidique, moins 50, hein, c'est la perte de l'indépendance de la Gaule, un petit peu, avec Jules César. Et on voit à moins 50 qu'il y a un déperchement de l'oppidum. Les gens vont vers la plaine. Et après, de nouveau, quand on commence de nouveau à avoir des troubles un petit peu, à partir du 3e et 4e siècle, il semblerait que les gens vont se réinstaller, et évidemment, après la période féodale, médiévale. Voilà quelques vues du site. Alors, on s'est amusé, nous, on peut se le permettre, les archéologues, peut-être professionnels ne l'auraient pas fait, on s'est amusé à faire un 3D qui vaut ce qu'il veut, ce qui vaut ce qu'il vaut. On s'est permis d'écrire certaines choses qui demandent à être évidemment mesurées de façon plus scientifique, mais on a estimé qu'il y aurait une centaine d'habitations sur Bernico. Si vous mettez un coefficient d'occupation entre 3,5, 4, comme souvent c'est dit, c'est ça, 3,5, 4, on peut estimer ça, ça nous fait quand même du 350 à 400 habitants qui vivent là-haut. Donc c'est quand même un gros village. Voilà le plan mis au propre. Et la chapelle pré-romane de Saint-Jean, voilà, j'en parle un petit peu. La chapelle pré-romane de Saint-Jean qui se trouve près d'ici, sur le plateau, on va dire le plateau d'Arfon, qui se trouve assez loin de Sorèze, mais qui dépendait de Sorèze, notamment de l'abbaye de Sorèze. Ce qui est curieux, c'est qu'on se demande ce que fout cette chapelle au milieu de la montagne, au milieu de rien. En vérité, ce n'est pas au milieu de rien. Autour, il y a plein de granges. Ces granges, d'ailleurs, certaines toponymes sont toujours évocateurs. Le Grand Joux, Grange Vieille, Grange Neuve, Grange du Haut, Grange du Bas. Il y avait 7 ou 8 granges autour. Quand on sait que dans les granges médiévales, il pouvait vivre 20-30 personnes, qui n'étaient pas forcément toujours des moines. 20-30 personnes qui, en moyenne de production, on comprend pourquoi il y a cette église, avec un cimetière autour. Voilà. Donc, là aussi, on le connaissait à l'état de... avait des murs très arasés, beaucoup de... c'était même... on voyait, il y avait des murs qu'on ne voyait pas. Donc, on a nettoyé tout ça toujours avec l'aval du SRA et de la DRAC. Et on a ainsi pu sortir les structures du cimetière, enfin le mur séparatif du cimetière, et s'imaginer comment pouvait être cette chapelle que l'on remet dans le cadre des typologies des chapelles pré-romanes. Chapelle pré-romane, on en a plusieurs ici. On en a une qu'on est en train d'ailleurs, que Mathieu Ledoux est en train de relever.
qui se trouvent à côté de Saint-Amand-Sète. Il y en a d'autres du côté de Cadenac. Voilà. Elles ont un bâti très, très particulier, avec un chevet qui peut être rond, mais le nôtre est plat. Voilà. Alors là aussi, ça demande des plans. On a fait une publication, parce que du mobilier avait été trouvé lorsqu'il y avait des fouilles dans les années 40. Il y avait pas mal de choses, de gens qui étaient enterrés à l'intérieur. Et là, il a fallu qu'on appelle des pelles, parce que là, il y avait des gros arbres, il a fallu des souchers, beaucoup de travail. Et maintenant, c'est un site qui devient un site touristico-culturel, je vais dire. Les gens y vont, il est très connu. Il est connu notamment depuis quelques années, puisqu'il y a un arbre, un hêtre, qui a été classé le plus bel arbre de France. C'est pour l'année, parce qu'à chaque année, il y a le plus bel arbre à chaque année. Et il avait concouru aussi pour le plus bel arbre d'Europe. Mais là, on s'est fait ratiboiser. Bon, voilà. Travail important, on a remonté les murs à la chaux, on a essayé de conserver les structures telles qu'elles étaient, essayer de ne pas trop détériorer, mais il fallait absolument le faire. C'est vrai qu'il y a des gens qui prônent, on ne touche rien, on cristallise juste dessus. Nous, on a remonté un petit peu les murs, parce que bon, il n'y avait pas photo, on savait que c'était droit, voilà. On l'a fait, il suffit de l'expliquer et de donner sur le rapport comment c'était avant que ces travaux soient faits. Voilà le fameux hêtre l'hiver. Je n'ai pas la photo l'été, mais croyez-moi, il y a des feuilles. Ensuite, nous avons travaillé aussi, vous voyez, on sort des structures élitaires militaires, hein, l'église Saint-Sauveur d'Hautpoul. Ça, nous avions été demandé par Marie-Élise Gardel, qui est une archéologue très importante, qui a travaillé à Cabaret notamment, qui a monté le site de Cabaret, là aussi qui est un site touristico-culturel. Et quelle heure il est? Ah oui, il faut que je m'arrête bientôt. Et elle nous a demandé de faire le relevé de cette église Saint-Sauveur, qui se trouve, vous savez, là où c'est que maintenant, il y a le ponton que l'on peut faire, qui est la passerelle, voilà. La passerelle qui permet d'aller à Hautpoul, au castrum d'Hautpoul. Bon, je ne l'ai jamais pris, mais il paraît que bon, c'est pas mal, on est vraiment en hauteur, ça donne l'impression. Et on peut aller de cette église Saint-Sauveur, directement par la passerelle, aller à Hautpoul qui se trouve de l'autre côté. Donc ce relevé a été fait. Ça a été pas très compliqué là, parce que là c'était vraiment assez apparent. Les choses qu'on a essayé de donner à Marie-Élise Gardel, c'est que cette église avait été dynamitée pendant les guerres de religion. Donc le clocher, l'entrée avait été dynamitée, il y avait des énormes blocs. Ça fait un sacré fatras quand même. Hein. Donc on a essayé, vous voyez, il y a les blocs diagrammes au centre. On a essayé de retrouver les blocs, comment c'était avant, et essayer de faire une restitution telle que ça pouvait être avant. Et enfin, évidemment, je ne pouvais pas finir sans... Alors, sans la chartreuse de la Loubatière, où là aussi, qui ne se trouve pas très loin d'ici, où au départ, on a eu beaucoup de problèmes à la retrouver. Et quand on l'a retrouvée, on a dit, là aussi, bingo, c'est un site intéressant. Donc là aussi, on a fait un relevé. Beaucoup de travail de défrichage, il a fallu nettoyer, quand même, ça demande de l'huile de coude, comme on appelle. Et on a pu faire le relevé de cette chartreuse, où environ 15 moines ont dû vivre. Là, par contre, on est parfaitement bien documenté sur le plan historique. On sait les datations et tout. Si vous voulez, ça commence en, je ne veux pas dire de bêtises, vers 1320, si je me rappelle bien. C'est peut-être marqué 1300, jusqu'en 1400 et quelques. Et après, ils vont rejoindre la chartreuse de Saïx, parce qu'ils ne veulent plus y rester. La chartreuse de la Loubatière. La Loubatière, c'est là où il y a des loups. Et dans les tests, ils ne sont pas bien. Ils ont peur. Et en plus, il n'y a pas que des loups. Il y a des gens un peu bizarres. Hein. Voilà. Ils ne sont que 15. Et eux, ils ne sont pas armés. Hein. Si, ils sont armés de la croix, mais bon, hein, ça ne marche pas tout le temps. Donc, ils vont partir de cette chartreuse. Et dont on sait qu'il y avait, dans le texte, qu'il y avait un cimetière, qu'il y avait tout ça. Le problème, c'est qu'on n'avait que le plan de la chapelle. Et on a essayé de voir, justement, grâce au lidar, de voir si on pouvait voir autre chose. Évidemment, là aussi, bingo, le lidar a parlé. Le lidar a parlé. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit, le lidar? Il nous a dit, premièrement, qu'il y avait un ancien chemin qui était là, qu'il y avait de l'eau par là. La chapelle, par contre, que l'on voit bien, est là, évidemment. Et là, il y avait des murs. C'est vrai que sur le terrain, on voit bien ces linéations de pierre, mais ce n'est pas clair, quoi. Il n'y a pas marqué propriété privée chartreuse, vous voyez ce que je veux dire?
On voit bien les trucs. Bon, on a bien retrouvé donc l'enclos ecclésial, on va dire comme ça, ou de l'abbaye, qui passe là, c'est que là, il se perd. Pourquoi? Parce que là, il y a un énorme terril qui fait 8 mètres de haut. C'est le terril des anciennes mines de Penarroya qui sortaient du plomb, je ne sais plus trop quoi, là, il y a plein de mines autour, qui ont oblitéré, complètement occulté toutes ces traces, qui passaient dessous et qui ressortent ici, et on voit bien qu'ici, il y a un truc, et de nouveau le mur qui ira par là. Alors quand vous trouvez les trucs, et que vous essayez de deviner combien il y en a dessous, ben vous retrouvez les 15 cellules. C'est les cellules des moines, les petits carrés. Ils vivaient dans les petites cellules. Ça, c'est une typologie des chartreuses des chartreux. Voilà le dessin, une quinzaine qui correspond à 15 personnes. Alors, parfois, il n'était que 4 ou 5 dans l'histoire. Pendant un siècle, ils n'ont pas tout le temps été 15. Puis il y a eu des histoires après. Bon, enfin, je ne vais pas vous raconter tout ça. Alors, on a pu retrouver tout ça, et ça, c'est intéressant. En plus, on n'a pas eu besoin de faire de fouilles, mais on a pu savoir comment étaient les fondations, comment étaient les murs, sans manier la tribune. Tout simplement parce que dessous, c'est troué de partout. Penarroya a fait des galeries partout. Et comme la structure rocheuse n'est pas très costaud, ben ça s'effondre. Et on a tous les plafonds des mines qui s'effondrent. Et ça s'est effondré en plusieurs endroits, et c'est dangereux d'ailleurs. On voit bien l'entrée de mine qui est là, qui s'est effondrée, la voûte de la mine. Et ça fait un fontis, si vous voulez. Et là, on a le mur d'une cellule du moine. Donc évidemment, ça aussi, on l'a exploité. Voilà la typologie d'une chartreuse. Donc on y est, vous voyez, partout, hein, parce que là, il y a des gros bouquins qui ont été faits, des gens spécialisés là-dedans. C'est toujours pareil. Il y a une espèce de préau, une grande cour, des cellules des moines, individuelles, évidemment. Évidemment, après, les bâtiments conventuels, où il y a les réfectoires, les choses comme ça, et l'église. Nous, c'est un plus petit, évidemment. Et là, je termine un petit peu, bon, comme ça je serai dans le temps. Il y a bien d'autres sites dont je vous ai parlé, mais ça, c'est les sites qu'on n'a pas étudiés en particulier, mais qui ont été étudiés notamment par Hadès, Bernard Poustoumis, Nendi Poustoumis, Hugo Cafiero, Patrice Stéphane, dont c'est des copains qui m'ont dit, bon, bah, écoute, tu peux en faire cas. Et il s'agit évidemment du castrum de Roquefort, qui est un site absolument à aller voir, qui est absolument superbe, qui a été étudié pendant de nombreuses années, dernièrement par Hugo Cafiero, qui a fait un bon travail, avec notamment des relevés par ronde. On voit bien en bas à gauche qu'ils ont étudié un petit peu le sous-stratum, ce qu'il y a dessous, par des relevés magnétiques. Et vous avez aussi le relevé du castrum de Durfort. Le Caslar, exactement. Qui est un castrum, mais c'est un Caslar. Il s'appelle le Caslar de Durfort, où on a parlé, qu'il y avait des compagnies anglaises, tout ça, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Qui est un truc qui a été fouillé par Poustoumis, Bernard Poustoumis, ils ont eu la chance d'ailleurs de trouver un grenier incendié. Vous allez dire, un grenier incendié, quelle chance c'est de trouver un grenier incendié. Et puis si, c'est vachement bien. Parce que le grenier, il était rempli de plein de choses, et quand il a brûlé, ça a figé toutes les graines qu'il y avait à l'intérieur. Et l'étude des graines, faite par une carpologue qui s'appelle Marie-Françoise Ruas. Marie-Pierre Ruas. Tu reviens quand tu veux, Jean-Marc. Marie-Pierre Ruas, tu as raison. Elle a fait un bouquin comme ça, où elle étudie tout. Elle dit il y avait du raisin, il y avait des figues, il y avait des ceci, cela. Et on s'imagine que les types, quand même, ils avaient de quoi manger. Parce qu'on dit, vous savez, à la féodalité, les gens, ils crèvent de faim. Ah, ils ont pu crever à certaines périodes, suivant la météo notamment. Là, on était dans des années où c'est l'été médiéval. C'est-à-dire, à la limite, ça se passe assez bien, a priori. Il pouvait y avoir des disettes, hein, mais pas de grandes famines. Après, ça va changer un petit peu, et notamment jusqu'à la Révolution, pratiquement, où il y aura disette, famine, les maladies, la peste, hein, et plus tard le choléra et tout ça. Là, donc, le grenier incendié a permis de savoir ce qu'il mangeait. C'était un grenier seigneurial, bien entendu. C'est-à-dire c'était le seigneur qui conservait tout ça pour lui, évidemment, d'abord pour lui et sa famille, puis ensuite pour les gens de la population. Voilà, j'ai fait un peu vite. Nous avons quand même... alors c'est vrai que
tout ce travail est fait sur des plans, des choses comme ça. Les dossiers sont envoyés à Toulouse ou à Montpellier, hein, suivant que c'est sur... bien que ce soit la même région, maintenant c'est la région Occitanie. Le problème, c'est que on voudrait le médiatiser un peu plus pour des gens comme vous, c'est le but un peu de cette conférence, les gens du coin. Donc on a l'intention de sortir une publication, ce qui est prévu, où on mettra absolument tout ce qu'on a fait, mais de façon plus concise que les rapports. C'est les rapports, comme disaient Jean, les rapports c'est 200-300 pages, on ne peut pas, c'est illisible pour les gens, enfin pas illisible, pour quelqu'un qui est vraiment intéressé. Donc on expliquera, on mettrait le plan, on expliquerait grosso modo ce dont il s'agit. Par exemple, j'ai oublié de vous dire, vous voyez, pour le castrum de Mont-Révulus, qui a été fait en 1174, on sait qu'en 1209, terminé. Les types, ils ont vécu 35 ans sur le site, il y a une génération, à la limite 2 générations, et après on ferme la boutique. Pourquoi? Parce qu'il y a Simon de Montfort, il y a la prise de Carcassonne en 1209, et là, on dit terminé. Voilà, tous ces petits castrats, on les ferme. Donc on sait que Mont-Révulus, Mont-Revel, a été fermé en 1209. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, merci. Merci. Alors, si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre. Si je ne peux pas vous répondre, il y a des spécialistes là. C'est pour ça que je fais attention à ce que je dis. Il y a des spécialistes de toutes les périodes qui sont là, qui m'ont épillé pour voir si je ne disais pas des bêtises. Donc, eux, ils pourront vous répondre peut-être mieux que moi. Donc, je vous écoute, si vous avez des questions à poser. Et non, parce qu'on n'y est pas allé. On n'y est pas allé. J'ai parlé des sites, il y en a beaucoup, M. Paco, vous le savez. On a parlé des sites qu'on a fait, des sites qui sortent un peu de l'ordinaire. Parce que des petits castromes, des petits castrats, castromes, au pluriel, je dis castrum quand même, on dit castrat normalement. Les petits castromes, les trucs comme ça, je ne vous ai pas parlé de mode féodal, là vous en avez pour 1 heure de plus, j'aurais pu vous passer les photos, tout se présente un peu pareil, donc on n'en a pas parlé. Par contre, on a des projets, comme je vous disais, on est sur l'Ariège. Sur l'Ariège, c'est pareil, on a une dizaine de sites qui ont déjà été faits, étudiés, les plans ont été faits, et nous sommes en train de repérer dans le fond des vallées ariégeoises, chez les villageois ariégeois, à quel endroit ils ont un château et qui n'a pas de dessin de fées. C'est notre plaisir. Eh Fred, Jean-Charles, on s'éclate dans les ronces. Quel plaisir les ronces, vous ne pouvez pas savoir. Oui? Je m'approche parce que avec l'âge, je deviens sourd. À la Loubatière, est-ce que vous avez pu faire parler des anciens mineurs? Non. Tu as dit qu'il y avait des restes. Tout à fait. Etc. Bon, ok, non. Attends, je vais répondre. Je vais te répondre. Je me remets là. Alors, le problème, c'est que ces mines sont assez récentes. Elles datent du début du XXe siècle. Donc, il y a la maison de garde forestier de l'ONF. Oui. J'allais récupérer le dossier. Alors, dessus, il y a des plans, ils expliquent s'ils ont trouvé ceci, mais ce n'était pas tout à fait dans le cadre de notre étude. Ce qui nous aurait été intéressé, nous, c'est de savoir si ces chartreux, je regarde Frédéric parce qu'il aime bien cette thématique, hein, si justement les chartreux n'ont pas exploité les mines. Parce que les chartreux étaient plus ou moins spécialisés dans les mines. Après, on n'a pas trouvé. Par contre, on a trouvé, alors vous allez voir, des fois, comme c'est drôle l'histoire, on a retrouvé que lorsqu'ils ont fait la rigole d'essai, tout ça, dans certains documents qui datent de Riquet, donc, on a retrouvé qu'à un endroit, il y avait une mine qu'on appelle la mine de Cals, qui n'est pas très loin de là, où on aurait sorti de l'argent, et on met il y a longtemps. Problème, est-ce que c'est des mines antiques? Est-ce que c'est des mines médiévales? On ne sait pas. Toujours est-il qu'on ne peut pas dire que ces chartreux ont exploité les mines à cette époque-là, ou fait exploiter, parce que bon, il y avait plein de convers qui travaillaient, ils avaient d'autres propriétés, je n'ai pas parlé de tout ça, je n'ai pas détaillé. Voilà, ça on ne peut pas dire. Donc si tu veux, on ne s'est pas approfondi là-dessus. On sait exactement les mines où étaient passées. Sur le Lida, d'ailleurs, tu le vois, les tracés bleus, bon, je ne vais pas revenir en arrière, il y a les tracés bleus linéaires, mais dessous, ça s'est effondré, on sait que dessous, il y avait les mines. Et là, ils ont sorti pas mal de choses. Il faut savoir quand même que les mines, dont déjà je vous ai parlé de la mine de fer médiévale, 1050-1150 du Calais, ici dans le coin, on trouve dans les textes que le seigneur de Roquefort, il avait du fric.
et que même Trancavel le trouvait très sympathique, parce qu'il avait beaucoup de sous, et qu'il aurait, j'ai trouvé ça dans les textes. Vous connaissez ça, non? Précisément, non. Non, voilà. J'ai trouvé ça dans les textes, voilà. Et que au site de Roquefort, on retrouve beaucoup de scories. Mais les scories, je vois que dans l'Ariège, aussi là où on en trouve des scories dans ces castrats, on en trouve pas mal. Donc voilà. Alors, et après, il y a Marie-Lise Gardel, comme je vous ai dit, on est allé faire aussi des mines. Je ne vous en ai pas parlé là. Elle nous a demandé de regarder les mines de Cabrespine, où malheureusement, c'est des mines anciennes, à mon avis, médiévales, à notre avis, pardon, médiévales, mais qui ont pu être aussi antiques. Seulement, ces mines ont été reprises au XVIIIe au XIXe siècle, et on ne retrouve que des morceaux de galeries, des fois tronqués, c'est-à-dire on ne retrouve que la moitié de la galerie féodale. On devine que là, c'était féodal, mais tout le reste, ça a été du XIXe siècle, XXe siècle, et tout a été détérioré. Et on sait qu'il y a des mines, par contre, au-dessus de Cabaret, là, au-dessus de Cabrespine, Limousin, tout ça, il y a des grottes qui sont antiques, qui ont été étudiées. Et par contre, là, il y a des dépilages. On a retrouvé ça aussi dans l'Ariège, puisque dans l'Ariège, on a fait des études de grottes qui sont en fait de grottes, de mines. Là, on parle de mines, on n'est pas dans une grotte, qui est du dépilage au feu. C'est-à-dire les types, ils prenaient une 2 stères de bois, ils foutaient le feu, ils chauffaient. Alors quand c'est au début, c'est bien si on est à l'extérieur. Quand ça commence à être à 40-50 mètres à l'intérieur, ça fait plus que chaud. Il y a de la fumée, il y a tout ce qu'on fait, mais toujours est-il qu'ils faisaient du feu. Donc sur 20-30 cm, parce que là il y a eu des expériences, on l'a vu avec un dénommé Claude Dubois, on a fait des expériences, ils arrivaient à étonner, on appelle comme ça, ils étonnaient la roche, des fois en mettant même de l'eau froide quand c'est très chaud, ça craquait, et là, ils cassaient la roche, ils ne prenaient que la partie minérale qui les intéressait. Dans ce cas-là, c'était du cuivre argentifère, je vous parle de l'Ariège. Donc il y a eu ça aussi du côté de Salsigne, quoi, on va dire. Et alors là, c'est aussi intéressant, on s'imagine l'énergie, parce que les gars, il faut qu'ils aillent déforestation, on fait du feu, on récupère, on creuse. Et là, cette mine-là faisait 750 mètres de longueur. On a calculé, en supposant qu'il y a 3 équipes qui arrivent par 3 galeries de fer, en fin de compte, en 20-30 ans, les 700 mètres peuvent être creusés à 30 cm par jour. Parce que là-bas, il n'y avait pas le repos hebdomadaire, il n'y avait pas le 1er mai, et tout ça. Ils bossaient, les types. Hein. Oui, ouais, exactement. C'est ce que je voulais faire comprendre aux gens, bien sûr. C'était dans un système esclavagiste. Donc. Alors on s'imagine ça. Il faut s'imaginer qu'après, il y avait des gens qui devaient concasser, faire le tri. Après, il faut des bas-fourneaux. Qui dit bas-fourneau, il faut de charbon de bois. Les vont me charbonner. Enfin, je ne vous dis pas, le kilo d'argent devait être un revenu pas possible. Voilà, j'ai répondu à ta question. Ouais. Une deuxième question? Oui, autant que tu veux. Mais on arrêtera à 8 heures. Même avant. Tu as parlé de ce grenier incendié. Oui. Et si j'ai bien compris, c'est un type de dégâts, cet incendie, oui. qui en fait a autorisé une conservation et oui. qui peut-être n'aurait pas été permise s'il n'y avait pas eu l'incendie. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que si tu veux, si tu laisses des choses à l'abri, du bois, tout ça, ça se détériore au bout d'un temps, il ne reste plus rien. Il te reste des clous, tu vas pouvoir dire une charpente, dire ceci, cela. Bon, si c'est des végétaux, même maintenant, tu laisses des végétaux à un moment donné, à la fin, ça devient. C'est plus rien. Là, on a cette chance que 1000 ans après, il y a eu un incendie, que la carbonisation des graines ont permis la conservation de ces graines. Mais ça, c'est connu même pour des périodes plus anciennes. Toi, tu pourras nous en parler mieux que nous. Jean, j'ai vu une étude où, sur du Néandertal, ils ont trouvé c'était des spores, ça peut-être, ou des trucs, sur des sépultures, des fleurs. Voilà, les fleurs, ça se passe au Moyen-Orient, hein, on parle ici. À Chanidar, voilà. Des trucs dingues. C'est comme le bois, normalement, il est putrescible. Mais on a trouvé des chaloupes néolithiques qui ont été conservées dans un milieu réducteur. C'est comme ça qu'il faut dire, réducteur, sans oxygène, du côté dans les Landes, là-bas. Je sais que du côté à Sanguinet, voilà, il y a une chaloupe qui a été, mais superbe, quoi. Et à Toulouse aussi, ils en ont trouvé, je crois. Donc, un truc qui se conserve, il y a de la chance. C'est les écorces de bouleau que je te parlais tout à l'heure par rapport au dessin et à l'alphabet des gosses, c'est des écorces de bouleau qui ont été
qui ont été écrites par des enfants en 1100, contemporains du Calel, quoi, et qui ont fait ces petits dessins. Et ce qu'ils ont en plus, c'est que les types essayaient de travailler à l'alphabet. C'est-à-dire, ils essayaient d'apprendre l'alphabet, on le retrouve dans les dessins. Allez-y sur Internet, vous tapez Novgorod, écorce de bouleau, dessin d'enfant, ça sort, vous avez plein de trucs à lire, c'est génial. Ah ouais. L'étude actuelle à Saint-Amancé, c'est sur les vestiges qui est au-dessus de la grotte de Saint-Barthélemy ou c'est autre chose? Oui, au-dessus de la grotte de Saint-Barthélemy. Alors là, on a un petit souci, Mathieu pourrait nous en parler mieux que moi, mais bon, j'en parle. C'est un site qui est connu depuis pas mal de temps. On retrouve sur le cadastre de 1830, sur le cadastre de 1830, on retrouve l'emplacement d'une chapelle et d'un cimetière. Voilà. Mais lorsqu'on y va, ça fait peron barré. C'est-à-dire vous rentrez en voiture, vous connaissez le site. Vous arrivez, vous garez la bagnole, vous arrivez, vous avez un creux, ça remonte, c'est anthropisé, ça veut dire c'est pas naturel. Il y en a un second, et puis ça part, et puis ça fait vraiment peron barré qui pourrait être assez ancien quand même. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut trouver du mobilier. Bon, il y a quelques céramiques qui ont été trouvées comme ça, flamme de coteau, où on voit vraiment que ce n'est pas du médiéval. C'est tout, quoi. Par contre, la chapelle, ce qui nous intéresse, c'est les fouilles que mène Mathieu Ledoux. On y va d'ailleurs dimanche. C'est de voir les murs commencer, l'épaisseur, essayer de faire une planimétrie par rapport à une altimétrie de tout ça, essayer de comprendre, il a repéré aussi un chemin, un endroit qui arrive, il y a tout ça, voilà. Il y avait une étude qui avait été faite par une certaine Sylvie Campèche. Voilà. Alors Sylvie Campèche avait fait le travail qu'on fait nous, elle n'avait pas le temps, c'est dans le cadre d'une maîtrise, je crois, ou un truc comme ça, où elle a étudié, c'est une maîtrise, depuis Haute-Poule, elle avait fait énormément de travail, elle avait tout étudié, même les maisons fortes, les plans des petits villages, comment ça pouvait être structuré, l'urbanisme, mais elle n'avait pas le temps de rentrer dans le détail, donc nous on repasse derrière un petit peu et on complémente. Moi je vois, vous avez le plan de Bernico là, le lidar de Bernico a été fait. Bon, il n'est pas divulgué, je ne pouvais pas vous le montrer, je l'ai, mais parce que ça c'est pas publié, donc par respect aux gens qui l'ont fait, le lidar de Bernico, moi je suis dépassé là, le plan. Enfin, il y a des trucs que j'ai sur le plan, mais qu'il n'y a pas sur le lidar, il faudra qu'il le fasse. Mais je veux dire, le truc, quand vous voyez le lidar de Bernico, vous avez toutes les baraques, vous avez les chemins, vous avez tout, le système de défense, deuxième âge du fer, on va dire c'est deuxième âge du fer, on voit très bien, bon ça on l'avait repéré déjà, mais c'est splendide. Voilà. Bon voilà, Saint-Barthélemy, donc dans 3 mois, vous l'aurez. Merci.